Au Bénin, la campagne électorale bat son plein, déclaration pour feu, tout flamme et tension, peut-être pas perceptible, mais des tensions quand même. Je reçois pour vous ce soir Ataï Guédébé, expert en gouvernance. Les élections d'avril 2021 au Bénin par rapport à celles qu'on a connues par le passé, dites-moi, existe-t-il une différence profonde comme ça se dit? Écoutez, non, chaque élection a sa particularité. Nous sommes en 2021. Il y a fort à parier qu'il y aura beaucoup de différences par rapport aux processus électoraux précédents, en tout cas au présidentiel qu'on a connu depuis 1991. Non seulement par rapport aux innovations de la loi, qui font déjà qu'on doit s'habituer à avoir des duos de candidats. Et deuxièmement, par rapport peut-être au parrainage ou aux dispositions de la même loi qui ont rendu difficile la présentation de certaines candidatures au point que nous en soyons réduits, je crois, à 3 candidatures en tout et pour tout. De ce point de vue, c'est inédit au niveau des élections que le Bénin a connues depuis 1991. Maintenant, le démarrage d'une campagne a toujours été plus ou moins laborieux. C'est 15 jours de campagne. Il est plausible que les uns et les autres ménagent leur monture pour pouvoir aller loin. Il ne sert à rien de jeter tout son dévolu dans la campagne dès les premiers jours. On a affaire quand même à des gens qui n'en sont pas à leur premier coup. Et donc, il faut s'attendre à ce que la dernière semaine soit plus agitée et qu'on ait un second tour ou non, et de quelle manière aurions-nous des échanges plus ou moins électriques, en cas plus ou moins intenses entre les candidats, au lieu des projets qui sont débités de manière parallèle pour l'instant dans les médias, conformément aux prescriptions de la HAC. Alors, jusque-là, le candidat, sinon le duo le plus visible sur le terrain, c'est le duo Talon Talata. Le candidat chef d'État multiplie les déclarations à n'en point finir. La plus polémiquée dernièrement, c'est celle à l'encontre des professeurs d'université. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon, dans cette posture-là, aide à la paix? Non, c'est pas parce qu'il y a cristallisation, c'est pas parce qu'il y a polémique, divergence sur des idées et qu'il y aurait menace sur la paix. Je crois qu'il faut qu'on distingue la menace ou les menaces sur la paix participent plutôt d'une volonté délibérée ou inconsciente en tout cas de mettre à mal l'équilibre d'une société, la stabilité des institutions, la sécurité des individus, la quiétude en tout cas des citoyens. Et je n'ose croire qu'il s'agisse de cela. Maintenant, avec la liberté d'opinion des uns et des autres, encore plus des candidats qui essayent de faire montre des propositions les plus audacieuses, les plus poussées, et j'espère les plus tangibles qui soient, oui, il est évident qu'il ne saurait y avoir une adhésion spontanée, unanime, et donc que des gens s'y opposent et s'énervent à la limite, en tout cas s'émeuvent de l'orientation qu'entend prendre tel candidat, notamment le président sortant, en matière d'enseignement supérieur. Tout cela participe de la vitalité de la démocratie. L'université, de toute façon, ne saurait être, malgré les franchises qui lui sont attachées en matière d'intervention de police et autres, là, et surtout en matière de liberté d'expression sur le campus, les universités ne sauraient s'extraire au débat national sur la meilleure manière possible d'orienter les ressources nationales, de rendre l'enseignement le plus performant possible, de réaliser un tant soit peu l'adéquation éducation-formation. Le but de l'université n'est pas de former rigoureusement à l'emploi, c'est de faire accéder au plus haut niveau des connaissances des individus, des citoyens qui, en
sont capables et qui sont désireux de satisfaire, en cas d'étancher leur soif de la connaissance. Mais on ne peut pas se contenter d'une contemplation livresque des choses. Il y a le défi de l'employabilité qui fait que peu ou prou, on se pose toujours la question de l'efficience des formations reçues à l'université, d'autant que les attentes des parents, les attentes de la société restent ce qu'elles sont. Et on ne fait pas tout ce parcours scolaire universitaire pour le simple plaisir d'étudier. On escompte quand même de ça la possibilité d'accéder assez facilement à des emplois. Et d'ailleurs, l'université a commencé à se réformer avec l'adoption du système LMD, licence, master et doctorat, qui nous a beaucoup changé déjà de la forme traditionnelle des années 60, 70, 80, voire 90. Et donc, c'est des mutations qui vont se faire dans la douleur. Et le LMD n'a même pas fini de faire grincer les dents. Donc, l'évaluation que propose le candidat Patrice Talon au sujet des enseignants du supérieur participe de la volonté de responsabiliser, en cas de mettre au premier chef de nos actions dans la sphère publique la notion de redevabilité. On ne peut pas non plus être indifférent aux échecs massifs des étudiants, aux différents examens scolaires. Là, j'ai parlé de l'adéquation formation-emploi. Je dédouane en partie l'université. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission première. Mais le fait est que la communauté nationale, l'État consacre quand même des ressources très importantes. Et donc chacun, et en tout cas dans l'ensemble, on escompte que les produits qui en sortent soient les mieux formés possibles. L'État non plus n'a pas suffisamment fait d'un côté. Mais pour ce qui est mis, on est en droit d'attendre des résultats. Il y a une obligation de résultat. Et avant cela, chacun doit se sentir responsable de ce qu'il fait. L'enseignant doit pouvoir se poser la question de savoir s'il délivre les meilleurs enseignements possibles, s'il a bien préparé ses cours, s'il s'est documenté, s'il s'est mis aussi à niveau pour pouvoir restituer un peu aux apprenants qu'il a devant lui. Et donc, faute de cela, ce serait un tonneau de Danaïde. Et les effectifs pléthoriques qu'on a dans nos amphithéâtres ne commandent pas et qu'on ferme les yeux, qu'on laisse aller. Et il faut optimiser l'utilisation des ressources. Les moyens préconisés par le chef de l'État ne sont pas si révolutionnaires que ça. Dans le système américain, cela est de mise. Moi-même, j'ai été partiellement formé sur ça. Et il n'y a pas de mal à ce qu'un enseignant se fasse évaluer par ses apprenants. Ça paraît hérétique, mais il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Les pairs doivent pouvoir évaluer la mission qui vous a été confiée et doit faire l'objet peu ou prou à certains moments d'une évaluation. C'est la condition minimale du progrès. Et si nous voulons être rationnels dans la vie publique et utiliser de manière aussi rationnelle qu'optimale les moyens qui nous sont donnés, on ne saurait éviter d'en passer par là. Mais l'ouverture à la discussion doit être de mise. Quand on parle de bonne gouvernance, c'est autant le respect des lois que l'ouverture à l'information et bien entendu l'obligation de résultat et de compte-rendu. Et donc chacun doit en prendre pour sa graine et puis chemin faisant, nous devrions espérer escompter des universités, des établissements d'enseignement supérieur, en cas de qualité, c'est l'essentiel qu'il faut viser et retenir. Alors, l'autre déclaration qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, en tout cas depuis la veille, c'est par rapport à l'utilisation des pièces pour aller voter, puisqu'on sait que le président sortant, son principal défi pour ces élections, son principal challenge, c'est d'avoir un taux de participation quand même très élevé. Partant de cette déclaration-là qu'il a eu à faire, qui désormais autorise carte l'épi périmée ou pas, et aux autres pièces qu'on avait déjà
répertorier la carte d'étudiant et la carte scolaire. Est-ce que c'est normal? Oui et non. Politiquement et légalement. Oui, politiquement, enfin même chacun de nous doit pouvoir souhaiter le maximum de participation possible. Mais ne pas participer également est un droit de chacun. Et c'est peut-être une manière de protester éventuellement contre l'absence de choix ou le désintérêt pour ce qui est offert. Mais pour ceux qui sont engagés dans la compétition, et il est quand même, au-delà du seul chef d'État sortant, je crois qu'il est primordial que la participation soit optimisée. Et nous avons d'ailleurs historiquement au Bénin des taux de participation records, en tout cas qui ne sont enviés dans la sous-région comme en Occident. Et c'est un déterminant relativement important enfin, c'est un indicateur qui permet d'apprécier quand même une forme d'adhésion de la population à l'ensemble de ce qui se fait en matière de démocratie et de gouvernance dans l'autre pays. Oui. Et donc, ce n'est pas à négliger. Et si le citoyen se désintéresse des élections, du choix de ceux qui, élus, auront le pouvoir de gérer les institutions de notre pays, cela ne peut que mettre en danger, fragiliser la démocratie. Donc, de tout temps, nous devons recommander la participation la plus optimale, chacun ayant des facultés, des possibilités de sanctionner au besoin. Et par un vote négatif, par l'abstention, et j'en passe, ce qui ne l'agrée pas, ou alors de ratifier éventuellement ce qui a sa préférence. Maintenant, des conditions pour être électeur, en tout cas pour pouvoir voter concrètement le 11 avril, il est tentant pour un candidat de maximiser, de battre le rappel des troupes. Donc le président Talon, candidat en l'occurrence, est dans cette posture de mobilisation maximale. Et les nouveaux électeurs sont un vivier vers lequel chacun essaye d'aller pour faire la différence au cas où les anciens électeurs auraient déjà des positions figées. Donc c'est de bonne guerre d'essayer ou de mobiliser les femmes ou les jeunes ou les gens de telle région, de telle religion. En tout cas, le politique sait segmenter à la fois son offre et identifier les cibles vers lesquelles envoyer ses messages. Donc s'il y a un enjeu de maximisation du taux de participation, d'intégration des jeunes à la vie politique, et parce qu'on déplore également que les jeunes ne soient pas assez intégrés, donc tout ça peut participer de cet appel. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, en tout cas, le risque n'est pas loin de glisser vers ce qui n'est pas du rôle d'un candidat, qui est de lister indûment les pièces attendues. Je crois que fort heureusement, l'enthousiasme du chef de l'État vient d'être attrapé par un arrêté du ministre de l'Intérieur qui précise davantage les pièces exigibles pour être électeur, en tout cas, pour pouvoir voter. Et donc, au nombre de ces pièces figure désormais la carte d'étudiant et la carte scolaire. La carte scolaire pour ceux des électeurs dûment enregistrés déjà par le COS Les Pieds. Enfin, après tout ce travail de mise à jour de la LEPI, donc pour tous ceux-là qui remplissent effectivement les conditions. Donc il ne s'agit pas de se lever simplement avec sa carte scolaire ou sa carte d'étudiant et d'aller voter. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut préalable être sur la liste électorale. Absolument. Et c'est une condition fondamentale auquel personne ne saurait déroger, pas même le chef de l'État. Donc les décrets comme les arrêtés ne peuvent être supérieurs à la loi. Mais la loi, à partir de son article 12, je parle du code électoral notamment, avait déjà entrevu ou entrouvert en tout cas cette possibilité que tout citoyen en possession d'une pièce d'identification, donc pas de la carte d'identité, une pièce qui l'identifie avec photo, nom et autres là, et qui soit répertoriable sur la liste. Donc tout citoyen dans ces conditions-là peut être admis à voter. Et mieux,
une décision de la Cour constitutionnelle il y a quelques mois, je crois vers la fin de l'année ou en début d'année, est allée dans ce sens-là, en ce que les anciennes cartes d'électeurs même faisaient l'objet d'inquiétudes, en ce qu'elles étaient censées expirer le 31 janvier alors que l'élection a lieu le 11 avril. L'un dans l'autre, le COS Lépi ayant pu démontrer à la Cour constitutionnelle qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle n'a pas reçu les moyens de pouvoir rééditer, réimprimer toutes les cartes ou les cartes d'électeurs. Je crois qu'on a recensé au moins 5 millions d'électeurs. Le COS Lépi ayant pu faire la preuve ou la démonstration de son incapacité à renouveler tout ça, la Cour constitutionnelle a fondé donc les organes de gestion des élections à admettre les anciennes cartes d'électeurs, qu'elles soient de 2011, donc au début de la Lépi de 2016 et 2019, voire de cette année. En fait, il n'y en a pas eu de nouvelles. Donc, la décision de la Cour fait droit à toute personne en possession d'une pièce d'identification et en rapport avec l'article 12 de la loi électorale et de pouvoir être admis à voter. Et mieux, je dirais que les différents candidats en lice doivent pouvoir surveiller le vote et s'assurer que non seulement des mineurs, des morts, en cas qu'on vote à la place des morts, ou bien que des étrangers votent indûment. Et à travers les délégués qui les représentent dans chaque poste de vote. Donc il est de la responsabilité des candidats, et même s'ils veulent maximiser la participation, d'aller de l'autre côté pour surveiller l'application de la loi. C'est au-delà, c'est à la Sénat d'instruire encore plus précisément et fermement les agents électoraux, notamment les membres des postes de vote, pour que force reste à la loi et qu'on s'en tienne simplement à la liste prévue, ni qu'on rejette des gens indûment, ni qu'on accepte indûment des gens qui ne rempliraient pas les conditions. Alors pour clore ce sujet, M. Joël Ataï-Guédébé, dites-moi, est-ce que de cette, appelons-le dérive ou glissement du chef de l'État entre la posture de chef d'État et le candidat et tout, est-ce que ça ne crée pas un précédent à risque pour le pays? Non, il faut... Moi, je regrette principalement que le gouvernement n'ait pas pris plus rapidement un décret hors campagne électorale. Oui, pour que cela s'ajuste par un arrêté ministériel. C'est le regret qu'on peut avoir. Maintenant, on était déjà dans cette orientation qui n'est pas le fait du chef de l'État. Tout autre candidat aurait pu, dans son enthousiasme, dire à peu près la même chose. Oui, suivez mon regard. Parce que chacun essaye de maximiser son score, en tout cas ses partisans, ou ceux qui pourraient en tout cas porter le suffrage sur eux. Mais ce n'est pas au candidat de faire la loi. Donc la loi se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et je l'ai dit tantôt, aucun décret, aucun arrêté ne saurait même remettre en cause une loi. Ça doit s'inspirer de la loi. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui rigoureusement a amené à cela. Et déjà, depuis quelque temps, avec les difficultés à faire la Lépi comme on se l'était promis il y a 10 ans, des dispositions pratiques de ce genre-là ont commencé à faire jour. Et la décision de la Cour constitutionnelle même va jusqu'à dire, enfin pas la décision, en réalité, dans la décision, la discussion avant la décision, il a été envisagé déjà que toute personne en possession d'un certificat RAVIP soit admis sous les autres conditions à pouvoir voter. Donc, fondamentalement, ce qu'on doit retenir, et si la Lépi n'a pas su tenir la promesse les promesses attendues, c'est qu'on en arrive à ce qu'un électeur se présente
quelle que soit la pièce qu'il utilise, mais soit identifiable. C'est de ça qu'on a besoin, c'est ça qui doit rassurer et que nul n'a voté indûment. Et il faut simplement qu'on se batte pour que la liste soit la plus expurgée possible des faillis, de ceux qui sont condamnés, des défunts. Et mieux, la Cour constitutionnelle vient de rendre une décision pour expurger la liste, non pas nominativement des personnes décédées depuis 10 ans, nous n'avons pas pu faire ce ménage-là, mais l'étude statistique de l'INSAE au moins a prouvé qu'on peut estimer à quelques 562 000 le nombre de défunts intervenus sur cette liste-là depuis 2010. Et donc, à défaut de pouvoir faire des audiences foraines pour rendre des décisions comme en matière d'actes d'état civil, en matière de jugement supplétif, il faut de pouvoir faire ça dans les délais avant les élections. Et le taux de participation se devait d'être corrigé en expurgeant la liste électorale ou le nombre d'inscrits de ce chiffre que l'INSAE a produit à partir de travaux plutôt scientifiques. Donc, contentant-nous de ça, veillons à ce que, malgré tout, le jour du vote, nul ne se présente avec la carte d'électeur d'un défunt. La décision n'a pas radié formellement de la liste les éventuels défunts. Donc, la tentation pourrait être d'utiliser les cartes de ceux-là pour aller voter. Mais par le biais de l'identification, la liste portant les photos, la carte qu'on doit présenter, que ce soit le livret de pension civile, le livret de pension militaire, que ce soit la carte d'identité, le passeport, le permis, il y a toujours une photo qui permet d'identifier. C'est l'esprit vers lequel, je crois, les lois électorales sont en train d'aller au Bénin en matière d'établissement de la liste électorale et de conditions de vote. Je pense que la polémique peut, peut s'éteindre pour qu'on interroge sérieusement nos candidats sur les propositions qu'ils nous font, parce que c'est le moment où nous, en tant que citoyens, pouvons interpeller ceux qui font profession de nous diriger. Et ma foi, il faut les challenger pour savoir ce qu'ils ont dans la culotte. En tout cas, on a besoin de propositions qui nous fassent rêver. À défaut, vraiment. Alors, vous avez lu les projets de société des candidats Oui, on voit un peu ce que les uns et les autres amènent. Et il est évident que ceux qui ont quitté le pouvoir il y a 5 ans déjà ont curieusement pris un petit coup de vieux, alors qu'ils étaient aux affaires pendant 10 ans. Donc ils ont à nous prouver qu'ils sont capables de représenter une alternative au candidat sortant et qui lui a l'avantage d'un bilan immédiat et de la possibilité d'enchaîner autour de consolider ce qu'il est en train de faire. Il y a, je crois, un troisième duo qui est un peu plus improbable, mais qui peut aussi surprendre par des propositions novatrices suffisamment séductrices de nos électeurs. Et c'est la vérité des urnes qui nous dira si oui ou non chacun des duos est en mesure d'emporter majoritairement nos suffrages. Alors, M. Joël Ataï-Guédégui, dans sa dynamique d'embarquer tout le monde dans cette élection, Patrice Talon a entrepris des efforts de réconciliation, on en a vu. Est-ce qu'il faut exclure que les autres aussi se réconcilient avec lui? Non, il n'y a que les montagnes qui ne se touchent pas, qui ne bougent pas. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les hommes sont faits pour commercer, enfin pour échanger entre eux et essayer de se comprendre éventuellement. Et même les plus grands conflits armés sont terminés autour d'une table de négociation, pour ne pas dire en tout cas par des discussions, pour essayer de revivre à nouveau en paix, de cohabiter, de se tolérer malgré la différence des uns et des autres. Je veux croire que pour aller à l'apaisement, tant souhaité par la plupart de nos compatriotes, chacun des camps en présence est motivé à faire des efforts. Et donc je sais qu'il en coûte d'aller les uns vers les autres après s'être dit des choses très dures,
après avoir pensé que c'était irréconciliable. Mais on a toujours vu la paix des braves se réaliser. L'essentiel est que cela ne se termine pas par des compromissions par rapport à l'intérêt général, par rapport au plus grand nombre. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Et nous devons aussi apprendre à rendre compte, à avoir confiance dans nos institutions judiciaires, le cas échéant, quand on a à répondre de nos actes. Et nous devons aussi apprendre au pouvoir à ne pas instrumentaliser les institutions judiciaires, le cas échéant, pour constituer une épée de Damoclès sur certains qui craignent parfois à bon droit pour leur tranquillité, pour l'impartialité de la justice. Donc c'est à chacun de donner des gages partout où il est placé et notre pays ne s'en sortira que mieux. La paix dont nous parlons est résolument un comportement dans tout ce que nous faisons, même quand cela nous échappe, il faut qu'on s'en souvienne de temps à autre pour avoir l'humilité de discuter, d'échanger, de discuter, en cas pour mieux se comprendre. Alors, une dernière question pour finir. L'opposition sourde à toute menace, elle continue de clamer que le 5 avril, c'est le 5 avril et que ça doit finir. Est-ce que, M. Joël Ataï Guédébé, on doit craindre pour le Bénin? On a souvent craint à la veille de nos élections. Je le disais en début, les éléments sont souvent différents d'une élection à l'autre. Bon, cette année, il faut faire avec cette question de la transition entre l'ancien système et le nouveau qu'a induit la révision de la Constitution. Ce rajout de 45 ou 47 jours est relativement des plus malencontreux, mais c'est la preuve que surtout on n'a pas pris le temps de la discussion pour essayer de bien comprendre le bien fondé ou la nécessité d'en passer par là. Peut-être qu'on aurait pu explorer d'autres solutions, mais on y est. Et c'est la loi fondamentale de notre pays qui le veut. Et si je puis me permettre d'opiner vraiment, je me demande quel est l'avantage pour quelqu'un de se taper 45 jours, ou en plus ou en moins. Mais on aurait pu se passer de cette polémique-là. On va aux élections le 11 avril, le prochain mandat commence le 20 mai, selon la nouvelle constitution. Je crois qu'il n'y a pas à spéculer autrement. Il est de bon droit de certains de continuer à s'attacher au 5 avril comme fin du mandat. Et formellement, littéralement, oui, pourquoi pas. Le serment du chef de l'État, effectivement, parle d'un mandat de 5 ans qui devrait s'arrêter le 5 avril à minuit, mais c'est oublier l'ensemble des autres lois, oublier le caractère à la fois complémentaire et dynamique des lois dans un pays. Et donc prendre seulement la lettre ou tel élément pour décider qu'on serait dans l'illégalité absolue ne me paraît pas juste ni pertinent. Mais il est dommage qu'on se soit laissé aller à cette crise-là qui ne nous apporte pas grand-chose. Voilà. Monsieur Joël Ataï Guédébé, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Bon, juste appeler un peu comme tout le monde à beaucoup de sérénité, à beaucoup d'ouverture à la tolérance de part et d'autre, parce que c'est des moments où on s'enflamme, où pour un oui, pour un non, on peut aller très loin dans notre volonté de nous affirmer chacun. Donc par ces comportements, par l'effort également d'écouter les autres, on peut s'enrichir probablement de quelque chose, et la peur qui nous habite peu ou prou devrait être derrière nous au lendemain de ces élections. Et j'ose croire que surtout elles comporteront des propositions pour que notre pays se retrouve un et plus grand, plus fort
Et c'est avec le concours de l'ensemble de ses fils, mais ce n'est pas non plus par chantage ou par exaspération des uns et des autres. Donc sachons raison garder et nous nous retrouverons unis et heureux d'être béninois dans notre pays. Vivement, vivement. Monsieur Joël Lataï-Guédébé, je rappelle, vous êtes expert en gouvernance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci.